Hé, comment ça va? Une fille met une plante dans un bol de lait et à sa grande surprise, la plante se déploie immédiatement. Nourrie par le lait, la plante pousse un soupir de satisfaction. Peu de temps après, la santé de sa mère commence à s'améliorer rapidement et Ophélia se rend compte que la magie des contes de fées pourrait être réelle. Il y a quelques jours à peine, elle n'était qu'une fille ordinaire. Sa mère, enceinte et mal à l'aise, avait emmené Ophélia dans un camp militaire dirigé par le capitaine Vidal. Vidal insista pour que son fils naisse près de lui. En chemin, alors que sa mère arrêtait la voiture pour vomir, Ophélia remarqua une statue de pierre brisée au bord de la route. Elle ramassa une pierre détachée et tenta de l'emboîter dans la statue. À sa grande surprise, une gigantesque mante religieuse sortit de la bouche de la statue, ressemblant exactement à une fée de ses livres d'histoire. Pour sa mère, ce n'était qu'une autre des fantaisies absurdes d'Ophélia. À leur arrivée au campement, Vidal montra son mécontentement face au léger retard, mais força un sourire pour accueillir son futur enfant. Il demanda à Mercedes, la gouvernante, d'aider la mère et la fille à s'installer. La mère d'Ophélia était en mauvais état et le médecin dut lui administrer des sédatifs pour l'endormir. Inquiète pour sa mère et mal à l'aise dans cet environnement inconnu, Ophélia sentait que quelque chose n'allait pas. Ce pressentiment se révéla exact. Ce qui semblait être un paisible camp militaire était en réalité un lieu de répression brutale. Vidal était obsédé par l'idée d'éliminer les guérilleros cachés dans la forêt voisine. Il imposait un rationnement strict pour priver les rebelles de provisions, mais malgré cela, il résistait. La première nuit au campement, Ophélia surprit le médecin en train de remettre discrètement un paquet à Mercedes. Avec son bon cœur, elle choisit de ne rien dire, convaincue que ces deux-là étaient de bonnes personnes. Pendant que sa mère dormait sous l'effet du sédatif, Ophélia fit une autre découverte fascinante. La mante religieuse qu'elle avait vue plus tôt l'avait suivie jusqu'au campement. L'insecte grimpa jusqu'à elle et Ophélia lui montra une image de fée dans son livre. À sa grande surprise, la mante religieuse se transforma en une fée identique à l'illustration et l'invita à la suivre. Guidée par la fée, Ophélia entra dans le labyrinthe de la cour. Au fur et à mesure qu'elle avançait, le chemin dévoila un puits profond en son centre. Descendant les escaliers en spirale, elle atteignit le fond, où elle rencontra le faune pour la première fois. Le faune fut enchanté de la voir et ouvrit une boîte, libérant plusieurs fées en guise d'accueil. Il se présenta comme le faune des anciens contes et révéla une vérité bouleversante. Ophélia était la princesse du monde souterrain, qui s'était enfuie dans le monde des humains il y a bien longtemps et avait perdu son chemin. Pour la ramener, le roi du monde souterrain avait créé un portail dans ce labyrinthe. Ophélia resta sceptique jusqu'à ce que le faune lui montre la marque de naissance en forme de croissant de lune sur son épaule comme preuve. Cependant, avant de retourner dans son royaume, elle devait accomplir 3 épreuves pour prouver qu'elle n'avait pas perdu sa véritable essence. Le faune lui remit un livre magique expliquant qu'il révélerait les épreuves. Lorsque Ophélia ouvrit le livre, toutes les pages étaient vierges. Avant qu'elle ne puisse poser de questions, le faune disparut. De retour chez elle, Ophélia resta pensive et indifférente à la nouvelle robe que sa mère avait préparée pour elle. Plus tard, alors qu'elle prenait son bain seule, elle trouva le courage de rouvrir le livre. À sa grande surprise, les pages blanches montraient désormais des instructions. En voyant la marque en forme de croissant de lune sur son épaule, elle eut la certitude d'être bien la princesse disparue. Enthousiaste, Ophélia partagea avec Mercedes son expérience avec la fée et le faune. Bien qu'elle ne crût pas en de telles créatures, Mercedes ne la réprimanda pas pour s'être plongée dans des fantaisies, se contentant de l'avertir que les faunes n'étaient pas toujours bienveillants. Leur conversation fut interrompue lorsque Vidal appela Mercedes. Dans l'entrepôt, de nouvelles provisions étaient arrivées et Vidal, déterminé à tout contrôler, confisqua la clé de Mercedes. Lors d'une patrouille dans les montagnes, Vidal trouva un flacon d'antibiotiques dans un camp rebelle, ce qui lui fit soupçonner que quelqu'un du campement aidait les guérilleros. Pendant ce temps, Ophélia se rendit seule dans la forêt, guidée par le livre, jusqu'à un figuier desséché. Selon le livre, un crapaud géant vivait sous les racines du figuier. Si Ophélia réussissait à placer une pierre magique dans son estomac, elle y trouverait une clé dorée. Pour ne pas salir sa nouvelle robe, Ophélia l'accrocha à une branche avant d'entrer dans l'arbre. À l'intérieur, elle découvrit un
un tunnel sombre, humide et grouillant d'insectes grotesques. Bien qu'effrayée, elle avança, déterminée à accomplir sa mission. Au fond du tunnel, elle trouva le crapaud immense. Ophélia ordonna au crapaud d'obéir, affirmant être une princesse, mais il rugit en défi. Observant le comportement glouton de l'animal, elle remarqua qu'il était attiré par les insectes qu'elle tenait dans sa main. Avec malice, elle mélangea les insectes avec la pierre magique et attira le crapaud pour qu'il les avale. Ce qui suivit fut horrible. Le crapaud vomit tout le contenu de son estomac, révélant la clé dorée. Lorsque Ophélia sortit de l'arbre, le ciel était déjà obscur. Elle trouva sa nouvelle robe couverte de boue, emportée par le vent. Agacée, sa mère la réprimanda et lui interdit de dîner. Pourtant, Ophélia ne s'en soucia pas. Elle était heureuse d'avoir accompli sa première épreuve. Le faune fut ravi d'apprendre qu'Ophélia avait obtenu la clé dorée. Il lui remit un morceau de craie et lui expliqua que si elle achevait les 2 prochaines épreuves avant la pleine lune, elle pourrait retourner au monde souterrain en tant que princesse. De retour chez elle, Ophélia ouvrit à nouveau le livre magique, mais les pages étaient tachées de sang. Effrayée, Ophélia se précipita dans la chambre de sa mère et la trouva en train de perdre beaucoup de sang. Le médecin déclara qu'elle devait rester au repos absolu. Pour éviter toute perturbation, Vidal sépara Ophélia de sa mère de force. Passant plus de temps avec Mercedes, Ophélia lui confia qu'elle connaissait son secret, mais promit de ne rien dire à Vidal pour la protéger. Touchée par la gentillesse d'Ophélia, Mercedes lui chanta une berceuse pour apaiser son cœur fragile. Plus tard, Mercedes se rendit dans la forêt avec le médecin. Le chef du groupe était le frère de Mercedes. Elle lui remit une copie de la clé de l'entrepôt et l'avertit d'être prudent. Après le départ de Mercedes, le faune apparut dans la chambre d'Ophélia et la réprimanda pour ne pas avoir accompli les épreuves à temps. Connaissant la maladie de sa mère, le faune donna à Ophélia une racine de mandragore et lui expliqua comment la plonger dans du lait frais avant de la cacher sous le lit de sa mère, promettant que cela améliorerait rapidement son état. Il l'avertit que la prochaine épreuve serait dangereuse et comportait une règle essentielle. Ophélia ne devait rien manger sur les lieux de l'épreuve, sous peine de conséquences terribles. Suivant les instructions du faune, elle plongea la mandragore dans le lait et la plaça sous le lit de sa mère. Ensuite, elle ouvrit le livre magique, qui révéla les directives pour la 2e épreuve. Avec la craie, elle dessina une petite porte sur le mur et fut surprise de la voir s'ouvrir, révélant l'entrée du prochain défi. À l'intérieur, un palais souterrain semblait se dévoiler. Ophélia retourna une horloge à sable, se rappelant qu'elle devait revenir avant que le sable ne s'écoule entièrement. Ophélia se retrouva dans une grande salle avec une table remplie de mets délicieux. Au bout de la table se tenait une créature étrange et immobile. Rassurée par son absence de réaction, Ophélia remarqua quelque chose de troublant. Un tas de chaussures sur le sol. Elles appartenaient peut-être aux victimes de la créature. Effrayée, elle libéra les fées de sa boîte. Guidée par elle, elle trouva 3 armoires. À l'aide de la clé dorée, elle ouvrit celle de gauche et en sortit un poignard tranchant. La tâche semblait plus facile que prévu et les fées insistèrent pour qu'elle parte immédiatement. Ophélia se détendit en voyant la créature immobile. Cependant, en passant près de la table, la nourriture recommença à la tenter. En particulier, les raisins semblaient irrésistibles. Ignorant l'avertissement du faune, Ophélia en prit un et le mangea. Elle ne remarqua pas que derrière elle, les mains de la créature commençaient à bouger. Plaçant ses globes oculaires dans les orbites de ses mains, la créature leva les bras et aperçut Ophélia en train de prendre la nourriture. Elle se mit alors à avancer vers elle. Sans s'en rendre compte, Ophélia paniqua en voyant le monstre dévorer plusieurs fées qui tentaient de l'arrêter. Horrifiée, elle essaya de fuir. Cependant, son retard permit au sable de l'horloge à sable de s'écouler entièrement, scellant la porte par laquelle elle était entrée. Désespérée, Ophélia poussa la porte, mais celle-ci ne bougea pas. Alors que la créature approchait, elle dessina une autre porte avec la craie. La craie se brisa au milieu du dessin et la créature se jeta sur elle. En dernier recours, Ophélia grimpa sur une chaise et dessina une porte au plafond. Cette fois, la craie fonctionna. Elle réussit à ouvrir la porte et s'échappa de justesse, la refermant juste avant que la créature ne l'atteigne. En sécurité dans sa chambre, mais bouleversée, Ophélia pleura la perte des fées mortes à cause de son erreur. Après s'être calmée, elle retourna
retourna dans la chambre de sa mère. À son grand soulagement, la fièvre était tombée et sa mère dormait paisiblement. Même le médecin ne put expliquer cette amélioration soudaine. Vidal, cependant, resta méfiant. Il ordonna au médecin de privilégier la survie du bébé en cas de complications. Cachée sous le lit, Ophélia entendit ces mots et s'inquiéta encore plus pour sa mère. Pendant ce temps, Vidal reçut une nouvelle urgente. Un train de ravitaillement à quelques kilomètres de là avait été dynamité par les guérilleros. Étrangement, rien n'avait été volé. Alors que Vidal tentait de comprendre les motivations des rebelles, des flammes s'élevèrent en direction du campement militaire. C'était un piège. Les guérilleros avaient utilisé l'explosion du train pour attirer Vidal et ses troupes, lançant une attaque surprise sur le campement en leur absence. Quand Vidal et ses hommes revinrent, il était déjà trop tard. L'entrepôt avait été vidé. Un détail attira cependant son attention. Le cadenas de la porte de l'entrepôt avait été ouvert avec une clé et non forcée. N'ayant pas le temps de réfléchir, Vidal mena sa cavalerie à la poursuite des guérilleros. En infériorité numérique, les rebelles furent rapidement défaits et l'un d'eux fut capturé vivant. Mercedes fut terrifiée en apprenant cette capture. Elle savait que Vidal utiliserait des méthodes brutales pour obtenir des informations. À court d'options, elle cacha un petit couteau prêt au pire. La nuit sembla interminable. Le guérillero capturé endura d'atroces tourments sous les mains de Vidal, tandis que, dans la chambre d'Ophélia, le faune réapparut. En voyant que la plupart des faits avaient été perdus, le faune entra dans une colère noire. Il déclara qu'Ophélia avait échoué aux épreuves et perdu sa chance de retourner au monde souterrain. Lorsque le faune disparut, Ophélia fut envahie par le remords et le désespoir. Au lever du jour, Vidal fit appeler le médecin et lui ordonna de soigner le prisonnier pour qu'il ne meure pas avant d'avoir révélé des informations cruciales. La vision de l'homme, désormais défiguré et suppliant le médecin de mettre fin à ses souffrances, brisa le cœur du docteur. Alors qu'il pansait ses blessures, Vidal remarqua un tube d'antibiotiques dans la trousse médicale. Soupçonneux, il retourna dans ses appartements et le compara avec le flacon trouvé dans la forêt. Ils étaient identiques. Le capitaine comprit immédiatement que le médecin était le traître. Alors que Vidal s'emparait de son arme pour régler la question, il entendit un bruit provenant de la chambre de son épouse. Ophélia était en train de changer le lait de la mandragore, cachée sous le lit. Tandis qu'elle parlait à la racine humanoïde, Vidal la tira brusquement en arrière. Il aperçut ensuite les étranges racines sous le lit. Convaincu qu'Ophélia pratiquait la sorcellerie, il se prépara à la punir sévèrement. Heureusement, son épouse se réveilla à temps pour l'en empêcher. Cependant, elle refusa elle aussi de croire Ophélia et rejeta l'idée que la mandragore puisse la guérir. Déterminée à ramener Ophélia à la réalité, l'épouse jeta la mandragore dans le feu. Lorsque la plante poussa un cri de douleur, l'épouse agrippa soudainement son ventre, prise d'une atroce souffrance. En voyant cela, Ophélia cria à l'aide, mais Vidal était déjà retourné dans la salle d'interrogatoire. En découvrant que le médecin avait abrégé les souffrances du prisonnier, Vidal lui tira dessus, le tuant sur le champ. Peu après, il reçut une nouvelle dévastatrice. Son épouse était en train d'accoucher. Sans médecin, le capitaine fit appel à une infirmière pour superviser l'accouchement. Finalement, l'enfant naquit, mais la mère ne survécut pas. Le pire cauchemar d'Ophélia devint réalité. Vidal obtint le fils qu'il avait toujours désiré, mais Ophélia perdit la seule famille qui lui restait. Après les funérailles, Vidal plaça le bébé dans sa chambre, sous la garde de Mercedes. Une fois l'enfant endormi, Vidal arrêta Mercedes, révélant que le prisonnier agonisant avait confessé l'existence d'un traître dans le campement. Bien que ses paroles aient été vagues, Mercedes comprit qu'elle était en danger et que l'endroit n'était plus sûr pour elle. Rapidement, elle rassembla ses affaires et se rendit dans la chambre d'Ophélia pour lui faire ses adieux avant de fuir. À sa grande surprise, Ophélia la supplia de l'emmener avec elle. Ne pouvant se résoudre à abandonner la fillette, Mercedes accepta à contre-cœur. Sous une pluie battante, elles s'enfuirent vers la forêt. En jetant un dernier regard en arrière, Mercedes croisa le regard froid et implacable de Vidal. Il avait déjà anticipé la fuite de Mercedes, bien qu'il ne s'attendit pas à ce qu'Ophélia soit impliquée. Lorsqu'il comprit qu'Ophélia avait gardé ce secret, Vidal lui donna une gifle et l'enferma. Sa priorité était désormais d'interroger Mercedes. Tandis qu'il choisissait ses instruments de torture, Mercedes, dissimulant une lame, coupa discrètement les cordes à ses poignets. Elle poignarda Vidal dans le dos, puis dans la poitrine. Lorsqu'il tenta de parler, elle enfonça la lame dans sa bouche. Profitant du moment, Mercedes s'échappa de la salle d'interrogatoire. Elle n'était pas allée bien loin quand Vidal, ensanglanté,
désorienté et furieux, se lança à sa poursuite, ordonnant à ses hommes de la capturer. Un groupe de soldats la rattrapa dans la montagne. Malgré ses efforts désespérés pour fuir, Mercedes ne put distancer les cavaliers. Acculée, elle leva son couteau contre sa gorge, prête à mettre fin à ses jours avant d'être capturée. Soudain, les soldats tombèrent un à un, abattus par des tirs. En quelques instants, ils furent tous éliminés. Le frère cadet de Mercedes arriva avec un grand groupe d'alliés à temps pour lui sauver la vie. Pendant ce temps, Ophélia ignorait toujours ce qui se passait à l'extérieur. Alors qu'elle était sur le point de perdre espoir, le faune réapparut et lui offrit une dernière chance. Elle n'avait qu'à emmener son frère jusqu'au labyrinthe et plus rien ne lui serait demandé. Le problème était que son frère se trouvait dans la chambre de Vidal. Ophélia utilisa la craie pour entrer sans être vue. Pendant que le capitaine pansait ses blessures, elle prit le bébé et s'enfuit. Mais en descendant les escaliers, Vidal l'aperçut et se lança à sa poursuite. Il la suivit hors de la maison, seulement pour réaliser que les forces de la résistance avaient déjà pris le contrôle des lieux. Déterminé à récupérer son fils, Vidal poursuivit Ophélia jusqu'au labyrinthe. Terrifiée, Ophélia courut sans direction, manquant de se perdre, jusqu'à ce qu'un mur derrière elle s'ouvre, révélant le bon chemin. Lorsque Vidal arriva, Ophélia avait déjà disparu, le forçant à faire demi-tour et à chercher ailleurs. Pendant ce temps, Ophélia atteignit le faune. Sur le point de lui remettre le bébé, elle remarqua qu'il tenait un poignard. Méfiante, elle exigea de savoir à quoi il servait. Le faune expliqua que le sang du bébé était la clé pour ouvrir le labyrinthe et qu'une seule goutte suffisait. Malgré cette explication, Ophélia ne lui fit pas confiance. Serrant le bébé contre elle, elle refusa de le lui donner, provoquant la colère du faune. À ce moment-là, Vidal arriva. Ne pouvant voir le faune, il ne vit qu'Ophélia tenant le bébé et parlant seule. Pensant qu'elle représentait une menace pour son fils, Vidal lui arracha le bébé des bras et lui tira dessus sans hésiter. La laissant sur le sol froid, il quitta le labyrinthe et se retrouva encerclé par les forces de la résistance. Reconnaissant sa défaite, il remit le bébé à Mercedes avant que sa vie ne prenne fin. Mercedes courut vers Ophélia et la trouva allongée dans une mare de sang. La petite vie d'Ophélia s'était éteinte, laissant Mercedes anéantie. Dans ses derniers instants, Mercedes lui chanta une berceuse pour l'apaiser. Mais ce que Mercedes ignorait, c'était que le sang d'Ophélia avait coulé jusqu'au puits ouvrant le portail vers le monde souterrain. L'instant d'après, Ophélia se retrouva enveloppée par la chaleur du monde souterrain, vêtue d'une somptueuse robe royale. Son père, assis sur le trône, lui expliqua que c'était son refus de sacrifier son frère qui lui avait permis d'accomplir la dernière épreuve. Ce test, selon lui, était celui de la bonté et de la compassion. Sa mère, en parfaite santé, était assise sur un autre trône et l'appela à reprendre sa place légitime. La salle fut envahie par des applaudissements lorsque la princesse fut enfin accueillie chez elle. Dans ces derniers instants, Ophélia esquissa un véritable sourire de bonheur. Cette vision fut trop pour Mercedes qui éclata en sanglots incontrôlables. Ainsi s'achève Pan's Labyrinth, film dramatique et fantastique de 2006. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.